Addis Abeba, 24 mai 1963. Dans le discours qu'il a prononcé lors du sommet fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, le président du Ghana, Kwame Nkrumah, prévient que, je cite, « L'indépendance n'est que le prélude d'un combat nouveau et plus complexe pour la conquête du droit de diriger nous-mêmes nos questions économiques et sociales. » Fin de citation. Aujourd'hui, alors que plusieurs pays africains soufflent la 58e bougie de leur accession à la souveraineté internationale, avons-nous enfin conquis le droit de diriger nous-mêmes nos questions économiques et sociales? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à nouveau sur le plateau de Périscope, le rendez-vous hebdomadaire de Burkina Info qui vous met en phase avec la marche du monde. Et pour aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les avancées et les piétinements de notre continent au moment où l'on célèbre, comme vous le savez, les soleils des indépendances dans plusieurs de nos capitales. Nous évoquerons aussi dans cette émission les processus électoraux en cours ci et là, notamment au Mali et en République démocratique du Congo. Avec moi pour ce round-up politique et électoral, il y a tout d'abord Ludovic Ohoniwe Kibora, j'espère que je prononce bien, maître de recherche en anthropologie et directeur de l'Institut national des sciences des sociétés. Bonsoir, monsieur Kibora, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur Toumoudji. Il faut préciser que l'Institut des sciences des sociétés est l'un des 4 instituts du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Enseignant de socio-anthropologie, d'art et de culture dans les universités publiques et privées, vous êtes, monsieur Kibora, titulaire d'un doctorat d'ethnologie, anthropologie, soutenu en 1995 à l'université Paris 7 Denis Diderot. Une thèse qui vous a valu la mention très honorable avec félicitations du jury et autorisation de publier avec subvention de l'université. Et vous travaillez également dans le domaine du changement social et du patrimoine culturel immatériel. Nous sommes donc honorés, M. Kibora, de votre présence sur ce plateau. Merci. Je reçois également Félix Kofi Ametepe, journaliste. Il est docteur en philosophie morale et politique. Bonsoir, M. Ametepe. Bonsoir. Et merci pour votre fidélité à cette émission. Je reste un petit moment avec vous, Félix Kofi Ametepe, par ailleurs enseignant à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Vous êtes également conseiller du haut représentant du président du Faso. Vous avez également brillamment soutenu en 2015 à l'université Charles de Gaulle Lille 3 une thèse de doctorat sur les limites politiques de la société civile contemporaine, contribution à la réflexion sur l'engagement politique citoyen. Séduit par votre travail, le jury vous a décerné la mention très honorable. Cela ne vous aura pas échappé, chers téléspectateurs. J'ai 2 mentions très honorables sur mon plateau aujourd'hui. C'est donc très honorablement que je m'en vais vous demander, en guise de mise en bouche, comment jugez-vous aujourd'hui l'engagement politique citoyen au Burkina, presque 4 années après l'insurrection populaire d'octobre 2014, Félix Kofi Ametepe? Oui, on peut dire que l'engagement politique citoyen est toujours à son premier acte, qui est la parole. Et je pense que le plus grand acquis de l'insurrection populaire, c'est la libération de la parole. Aujourd'hui, au Burkina, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, et dormir tranquille, être sûr de vous réveiller et reprendre le même chemin sans avoir peur. Mais il faut reconnaître que l'engagement politique citoyen, c'est en plusieurs actes. Parler, ce n'est que l'acte le plus élémentaire de l'acte politique. Puisque, en plus de parler, il faut penser. Et quand on a pensé, il faut décider. Et le dernier acte de l'action politique, c'est l'action, agir. Or, vous voyez bien qu'entre parler et agir, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en chemin. C'est plus facile de critiquer, de parler. C'est encore plus difficile de penser. Et lorsqu'il s'agit de décider, alors tout le monde se retire. Et puis, dans l'action, évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais vous, Monsieur Kibora, vous qui êtes également co-auteur d'un ouvrage sur les transformations sociopolitiques au Burkina Faso de 2014 à 2016, un ouvrage qui est paru en 2017. Alors, est-ce que vous partagez la même opinion que Félix Kofi Ametepe? Je crois que dans ce qu'il a dit, il y a des parts de vérité. Et puis, le fait d'insister sur la parole qui a été libérée avec l'insurrection de 2014,
est quelque chose de réel. À partir de cet instant, on sent que chacun se dit un peu propriétaire de la situation nouvelle qui prévaut au Burkina Faso. Alors, quelque part aussi, il y a que, après des moments d'hésitation, la recomposition de l'univers politique amène des gens à emprunter des chemins sur la base donc de calculs qui peuvent être assez individuels, qui ne sont pas forcément basés sur des logiques collectives qui puissent entraîner une transformation profonde donc, de la société. Et c'est à cela aussi on assiste maintenant, après que l'ouragan soit passé, il y a une sorte de recomposition donc, du landerneau politique, de sorte que chacun essaye de voir comment est-ce qu'il peut arranger ses lendemains individuels. Et je pense que cela aussi joue sur la consolidation de la citoyenneté, et même ça fait appel à une certaine culture démocratique qui est en train d'être mise en place. Et cette culture aussi, il faut faire avec, tenir compte du fait que tout le monde n'est pas venu à la table de la même façon. Et donc, c'est cette façon de voir là qu'il faut peut-être interroger. Et je crois que progressivement, comme l'a dit AMTP, je crois que la libération de la parole est quelque chose de fondamental et quelque chose que l'on ne peut pas nier. Et nous, dans notre ouvrage, nous avons insisté sur le fait que le slogan qui dit « plus rien ne sera comme avant » est une réalité, parce que plus rien n'est comme avant. Même si c'est un pire. Parce qu'on est passé d'un stade à l'autre, on peut souvent s'exprimer sur certaines thématiques comme on ne pouvait pas le faire peut-être par le passé. On peut aussi prendre des engagements et puis les renier en fonction donc, des recompositions de l'univers politique. Mais c'est à partir de tout cela que l'on essaie donc de juger la nouvelle classe politique. Dans cette affaire, il y a la citoyenneté et puis il y a l'aéropage politique. Est-ce que la politique maximise ou en tout cas participe de la formation citoyenne et vice-versa, Félix Kofi AMTP? Oui, il est important de distinguer l'engagement politique citoyen et la politique politicienne, parce que celle-là consiste à conquérir le pouvoir, à le gérer et à le préserver le plus longtemps possible. Et pour ça, donc, il est permis de changer de veste, de ne même pas respecter ses engagements. Mais l'engagement fondamental qui est celui du citoyen, le citoyen doit savoir que la cité, c'est sa vocation. Parce que si vous vivez dans une ville, par exemple, où personne n'est solidaire avec vous, évidemment, vous courez le risque de disparaître. Et donc, il est fondamental pour le citoyen d'intégrer aussi bien la parole qui se libère, la pensée, parce qu'un homme qui ne pense pas, évidemment, il court le risque également de disparaître. Les grandes décisions qui permettent de transformer la société et puis l'action quotidienne qui nous permet justement d'améliorer notre vivre ensemble. Améliorer notre vivre ensemble, on ne refera pas la thèse sur ce plateau, en tout cas pas ce soir. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. Périscope numéro 41, c'est juste maintenant. Bénin, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, c'est à la queue leu que les pays de l'Afrique noire française célèbrent en ce mois d'août 2018 le 58e anniversaire de leur accession à l'indépendance acquise en 1960. 58 ans déjà, mais 58 ans seulement, pourrait-on s'écrier, alors que le continent tout entier est en profonde mutation, à l'image de notre monde réduit en village planétaire depuis l'avènement et le développement technologique des autoroutes de l'information et de la communication. Comment appréciez-vous le chemin parcouru par nos États depuis ces presque 6 décennies? On commence par Ludovic Kiboura. Je crois que lorsqu'on fait une appréciation du chemin parcouru par nos États, souvent nous sommes nous-mêmes un peu trop pressés parce qu'on estime qu'on aurait pu faire mieux. Tout cela est tout à fait juste, mais la réalité est que 58 ans, du moins dans le temps de vie d'un État, ça peut paraître énorme, mais ce n'est pas assez. Lorsqu'on regarde comment se sont composés les États anciens, montant ceux sur lesquels on a l'habitude donc de prendre des exemples, on voit qu'ils sont partis de très loin. Et nous avons eu une histoire assez mouvementée. Lorsqu'on prend l'esclavage, la colonisation, on se dit que quelque part, le cycle normal d'évolution de nos États, on fait référence aux empires, aux grands empires qui ont animé donc l'univers sociopolitique africain, on voit qu'on était
très souvent en avance sur certaines choses. Moi, j'ai l'habitude donc d'évoquer la charte du Mandé, la charte des chasseurs, qui date de 1236, je crois. Tout à fait. Et avec qui préfigure la toute première constitution. Absolument. Et puis l'Empire du Ghana, qui de 700 à 1200 et quelques. Donc, vous voyez que sur cette base-là, on peut dire qu'on était sur une lancée qui pouvait être positive, là où on allait intégrer notre forme de développement endogène, mais il y a eu des interruptions, et ces interruptions ne sont pas du fait donc forcément des Africains. Il y a le choc entre les différentes civilisations qui a entraîné donc ces interruptions. Et après, on a eu la colonisation et les indépendances. Lorsque vous regardez ces indépendances, vous parlez de 1958, nous sommes en août, et pratiquement dans tous les pays qui nous entourent. Les indépendances, c'est 1960, voilà. Mais les républiques, oui, en 1958. Et là, vous avez le mois d'août, par exemple, 1er jusqu'au 17 août. Voilà. Voilà. Donc vous voyez déjà cette chronologie, ça a une signification assez importante lorsqu'on regarde ce qui s'est passé. Et puis par rapport à ces indépendances-là, lorsqu'on regarde nos premiers leaders qui ont occupé la scène politique, je parle de Lumumba, de Sékou Touré, vous voyez comment est-ce qu'ils ont fini. Et après dans cette situation, il y a eu des tentatives de résurgence. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose lorsque je vais évoquer le cas du Burkina avec l'intervention de Sankara sur la scène. Alors, donc, ce sont des choses qui ont fait face à des oppositions un peu très fortes, non pas fortement à l'intérieur, mais du moins par la force donc, des pouvoirs qui ont voulu toujours nous maintenir dans cette situation de dépendance. Oui, alors, en deux mots, oui. On peut se satisfaire du chemin parcouru, ou en tout cas, du niveau auquel on est parvenu aujourd'hui. La situation est un peu l'appréciation doit être assez éclectique, parce que lorsqu'on se satisfait de cela aussi, on donne un blanc-seing. C'est comme si on est arrivé au bout du chemin. C'est comme si on donnait un blanc-seing à ceux qui ont mal géré aussi ces situations, qui malgré cet état de fait auraient pu faire quelque chose de mieux. Alors, mais on peut reconnaître que l'opposition qui était en face n'a pas été facile, et de ce point de vue, je dis lorsque faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain, lorsqu'on fait des appréciations, il faut le faire aussi avec beaucoup plus de retenue et puis sans exagération, pour comprendre que le cheminement n'a pas toujours été facile. N'a pas toujours été facile. Alors, Kofi Ametepe, on apprécie le verre à moitié plein, mais on demande que la moitié du verre qui n'est pas encore rempli se remplisse. Oui, bien évidemment. Je pense que on dit vrai lorsqu'on parle de l'indépendance de l'Afrique. Ce n'est pas de l'indépendance en Afrique. Parce que justement, si nous n'arrivons pas à apprécier correctement l'indépendance de ces micro-États-là, c'est parce que la condition de l'indépendance de l'Afrique, c'est l'unité. Et c'est là où, à tous les mois d'août, Nkrumah doit se remuer dans sa tombe, en se disant, mais putain, ça fait 58 ans, et ils sont toujours à ça. Ils sont toujours à ça. La condition pour que l'Afrique se libère, justement, c'est l'unité. L'union de l'Afrique. Africa must unite, a-t-il dit. Absolument. Sinon, on n'ira nulle part avec ces micro-États, incapables même de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Et donc, le discours aujourd'hui doit amener l'Afrique à dire, oui, il y a eu la charte de Mandé, mais il y a eu aussi les pyramides. Si l'Afrique a intéressé le monde, c'est parce que des Noirs ont construit des pyramides. Pourquoi aujourd'hui on n'est même plus capable de construire une salle de classe qui tienne pendant 10 ans? Il y a un problème. Et là, je pense que quand même Nkrumah a mis le doigt sur la question. Qu'est-ce que ça veut dire la politique? La politique, c'est quelque chose d'abstrait. La politique, ça doit gérer deux choses, les questions sociales et les questions économiques. Et tant que nous n'allons pas nous intéresser à ces éléments-là, qui ont fait que nos aïeux ont été des constructeurs de pyramides, et nous passons le temps à nous insulter, à gesticuler sur des codes, sur des constitutions, évidemment, nos enfants viendront nous dire, mais vous ne nous menez nulle part. Vous ne nous menez nulle part. Vous voulez réagir, Je crois que ce qu'il dit, c'est tout à fait exact. Il y a l'unité, mais il y a aussi le développement endogène, qui est une des variables très importantes lorsque vous parlez des pyramides, etc. Je crois qu'on aime trop souvent se complaire de ce que nos ancêtres ont fait par le passé, alors qu'il faut plutôt rebondir sur cela, voir comment est-ce qu'on peut trouver l'essence nécessaire du développement actuel dans ces faits donc, qui sont des faits culturels et ce sont ces faits historiques. Or, c'est ce qui manque. Je crois que je dis souvent que nous-mêmes, les intellectuels, nous n'avons pas assez suffisamment réfléchi pour savoir comment est-ce qu'il faut il faut du moins africaniser les principes fondamentaux de la démocratie, par exemple. Je crois qu'il y a une culture démocratique qu'il faut arriver à mettre en place, et cette culture démocratique-là,
doit tirer donc son essence des pratiques sociales que l'on a coutume de voir et voir comment est-ce qu'en plus de ces pratiques sociales-là, on peut allier les valeurs fondamentales qui sont des valeurs humaines, qui ne sont pas forcément des valeurs africaines. Vous prônez une endogénéisation de la démocratie, oui. Ça nous renvoie aussi un peu à ce... Même du développement, on va y venir. Ça nous renvoie aussi un peu à ce nom de Sékou Touré. Comment il était prévisible selon vous en tant qu'anthropologue le contexte de l'époque, comment vous avez apprécié alors qu'il y avait un groupe qui était censé dire ce nom, Sékou Touré s'est finalement retrouvé tout seul à dire non. Justement, c'est ce qu'il vient d'évoquer par rapport à l'unité de l'Afrique. Je crois que le verre s'est fendillé depuis ce stade-là. Je crois que lorsqu'on a dit ceux qui veulent leur indépendance qu'ils la prennent, je crois que cela était plus louable que les gens se mettent ensemble. Mais je crois qu'il y a une certaine frilosité de la part des dirigeants africains qui ont eu peur donc de marcher pratiquement tout seuls dans ce désert-là, qui est le chemin de l'indépendance, le chemin où l'on s'affirme soi-même, où on essaie donc de se prendre en charge pour marcher vers un avenir radieux. Alors, ceux qui ont eu le courage de le faire, ils ont été isolés. Et c'est ce qui est arrivé à Sékou Touré, qu'on a par la suite, par la force des choses, on dit qu'il est devenu dictateur, mais c'est par rapport à la situation. On l'a un peu ostracisé. Voilà, alors, on l'a obligé à être dans ce sens-là. Alors, Kofi Ametepe, est-ce que le parcours du continent aurait pu changer si plus d'États, la moitié par exemple, hein, avait dit non à ce moment-là au référendum du 28 septembre 1958? Non, le oui était prévu par celui qui posait la question. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que les colonisateurs n'étaient pas les mêmes. Vous voyez bien que le Ghana de Kwame Nkrumah était déjà indépendant en 1957. Bien sûr. Et que Nkrumah, qui revenait de ses études, a été élu président. Attention, Kwame Nkrumah n'est pas tombé comme ça. Il a été élu dans un parti politique. Et à partir de là, il avait déjà l'idée de cette unité de l'Afrique, sans laquelle, pour lui, il n'était pas possible de résoudre les questions fondamentales qui sont économiques et sociales du continent. Et ce n'est pas pour rien que Kwame Nkrumah a voulu montrer que même si Sékou Touré avait dit non, c'était possible de rattraper. C'est pour ça que Kwame Nkrumah va se faire citoyen guinéen par la suite. Pour dire il faut aller aider Sékou Touré. Tout à fait. Joseph Kizerbo l'a fait également. Et je pense que un certain nombre d'intellectuels ont dû accompagner ce nouvel État pour rattraper. Malheureusement, certains sont restés très égoïstes, comme ils le sont encore aujourd'hui. Ceux qui pensent que tout seul, voilà, parce que autour d'eux, les gens mangent et boivent, ils pensent que c'est ça l'Afrique qui se construit. Alors, évidemment, il faut qu'on retrouve le moyen de se reconsacrer au oui de Sékou Touré. Ce n'est pas perdu. Tant que nous n'allons pas nous mettre ensemble pour prouver aux colonisateurs que les Africains ensemble peuvent construire l'Afrique à partir d'un point. N'oublions pas la physique, la loi de la physique. Trouvez-moi un point d'appui et je vous développe l'Afrique. La Guinée aurait pu être ce point d'appui-là qui permettait à l'Afrique de refaire son unité sur le plan économique et social. On le rappelle, c'était le 25 août 1958 à Conakry. Ahmed Sékou Touré n'y était alors pas allé avec le dos de la cuillère face au général de Gaulle. Il n'y a pas de dignité sans liberté, avait-il alors craché au chef de l'État français, car a-t-il poursuivi, et je le cite, tout assujettissement, toute contrainte imposée et subie dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être inférieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Ce qui est vrai pour l'homme l'est autant pour les sociétés et les peuples. Fin de citation. Eh bien, ce qui est vrai pour l'homme l'est davantage pour les sociétés et pour les peuples, Ludovic Ibora. Absolument, puisque c'est les hommes qui font les sociétés et les peuples. Et je crois qu'à ce niveau, ce qu'il y a lieu de voir, c'est que lorsqu'on reçoit ceux qui nous ont colonisés, je crois qu'ils ont eu à le dire plus souvent, qu'ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et je crois qu'à partir de cet instant, la solidarité africaine aurait pu être quelque chose de fondamental pour booster un véritable développement. Et ça n'a pas pu se passer au niveau des indépendances. Et puis actuellement, encore malgré la création des grands ensembles, je crois qu'on a des sociétés, des organismes qui prônent donc le vivre ensemble,
la solidarité des États, la solidarité des peuples, mais la réalité est tout autre. Lorsque vous quittez un territoire, vous rentrez dans un autre, vous êtes un étranger. Lorsque vous avez besoin de quelque chose pour booster votre économie, vous ne pouvez pas compter sur le voisin, il faut aller au-delà des océans. Et donc, vous avez des situations comme ça qui sont assez dramatiques, qui montrent que, en réalité, c'est une solidarité théorique, mais qui s'est basée plutôt, pourtant, sur un contexte où la balkanisation a séparé des peuples qui vivaient dans une sorte de cohésion, dans une sorte d'entente. Et je crois que c'est ce lien-là qu'on n'a pas su faire. Moi, je prends l'exemple assez banal, vous en avez parlé d'économie. Lorsque regardez un peu les compagnies aériennes, lorsque vous regardez l'image de Air Afrique, qui a été une compagnie aérienne qui fédérait un peu tous les continents africains, on voyageait assez allègrement. Tous les pays africains. Voilà, ça a été cloué parce qu'on a fait appel à la dernière minute à une main étrangère, bon, qui n'avait pas intérêt aux aspects de solidarité. Voilà. Et là, actuellement, j'ai suivi un spécialiste en aéronautique qui me disait que si on veut développer l'aviation en Afrique, il faut que nous soyons solidaires. Mais chacun se recroqueville sur son ego, on crée des petites compagnies nationales. Alors que bon, il y avait des compagnies même qui ont été initiées sous-régionales, on aurait pu mettre les énergies là-dedans pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut booster. Ça, c'est un exemple assez anecdotique donc, de la situation donc, du continent africain en général. Et lorsqu'on voit tous ces grands ensembles qui prônent donc des solidarités sous-régionales, on a du mal à comprendre que cela se limite seulement à des interventions ponctuelles pour essayer donc de satisfaire... En tout état de cause, hein, les Africains, ils estiment que les indépendances du continent, les indépendances africaines, là, restent nominales et que l'ancien colonisateur n'est jamais parti. Félix Kofi-Amétepe. Oui, puisque la colonisation fait partie d'un plan de développement de ces pays. La France n'est pas seulement sur le territoire de l'Hexagone. La France est bien au-delà. Et la France d'outre-mer, elle n'est pas prête de s'arrêter. C'est à nous de prouver que nous pouvons, donc, par exemple, par les airs, donc, l'Europe aujourd'hui arrive à tenir parce qu'il y a eu la solidarité autour du charbon, qui était un élément essentiel. Aujourd'hui, nous avons des problèmes d'énergie, des problèmes d'eau, des problèmes je ne sais pas, plein d'autres problèmes pour lesquels les matières premières se trouvent chez nous. Des problèmes d'autosuffisance. Même on se rappelle cette célèbre sortie de René Dumont qui a publié en 1962 son livre intitulé « L'Afrique noire est mal partie » et qui avait suscité polémique et scandale. Dumont avait-il vraiment tort d'établir un tel diagnostic? Non, pas du tout. Moi, j'ai lu ce livre, je l'ai relu et je le relis parce que je prépare quelques articles là-dessus. En lien avec l'autre livre de la Camerounaise, et si l'Afrique refusait le développement, justement. Calix non, c'est pas Calix. Axel Kabou. Axel Kabou qui va plus loin que René Dumont, parce qu'elle accuse justement l'égoïsme des Africains, qui refusent systématiquement de changer et de se comparer justement aux dragons d'Asie, qui, il y a 50 ans derrière, ces pays étaient encore moins avancés que nous, les États africains, ce que nous considérons comme les États africains. Donc, tant que nous n'allons pas prendre conscience de cette situation, parce que le développement ne se trouve pas ailleurs que dans le cerveau de tout être humain. Les Africains d'avant ont prouvé qu'ils pouvaient construire les pyramides. Pourquoi aujourd'hui nous passons le temps à tourner en rond au lieu de nous attaquer aux véritables questions économiques et sociales? Il faut souligner que dans ce livre, René Dumont, ingénieur agronome de son État, avait dressé un constat peu encourageant de l'Afrique subsaharienne. Mais surtout, l'auteur avait voulu secouer le cocotier dès l'entame de ces années d'indépendance pour, je cite, sommer les Africains de reprendre en main leur agriculture en parvenant notamment à établir une culture vivrière locale et à éradiquer ainsi la faim. Fin de citation. Quand on y repense, et vous l'avez dit tout à l'heure, Thomas Sankara n'a pas fait autre chose. Et cette problématique de l'autodéveloppement reste toujours aujourd'hui une équation à résoudre, non? Oui, je crois que c'est tout à fait exact. Et je crois savoir que René Dumont est venu au Burkina sous la révolution de Thomas Sankara. Bon, peut-être que sur le plan idéologique, tout le monde n'était pas d'accord avec ses plans de développement, où il n'était pas très favorable aux micro-irrigations, petits barrages. Mais dans l'ensemble, ce qu'il a dit,
bon, ça peut paraître pour certains paternalisme, mais c'était une vérité pour essayer donc de crever l'abcès. Et je crois que là, nous sommes dans des situations où, avec des pratiques de développement endogène, on aurait pu développer des technologies qui soient mieux adaptées à nos milieux. Mais il se trouve que bon, beaucoup de technologies endogènes existent, qui sont méconnues, qui ne sont même pas valorisées, qui ne sont pas mises au service du... Et chacun pense que c'est ce qui vient de l'extérieur. Et on arrive à créer comme ça une population de complexés qui pense que le développement ne peut venir que du modèle importé. Et c'est ce qui paraît, à mon avis, très dangereux. Sans faire l'apologie de ma discipline, qui est l'anthropologie, on parlait tout à l'heure des dragons, et j'ai discuté avec des anthropologues thaïlandais qui m'ont dit, dès qu'ils ont pu prendre en charge l'avenir, le devenir de leur pays, ils ont créé des dizaines d'instituts et de départements d'anthropologie pour essayer donc de comprendre les méandres donc de fonctionnement de leur société pour voir par où ils pourraient booster des aspects donc de développement. Or, lorsqu'on regarde un peu comment les choses se sont passées en Afrique, il a été même déclaré assez souvent que c'était une discipline qui ne pouvait être étudiée et enseignée que par ceux qui venaient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a extraverti ce regard éloigné que les pères fondateurs avaient prôné concernant la discipline pour montrer que la discipline même ne pouvait être maîtrisée que par ceux qui venaient d'ailleurs. Et de ce point de vue, vous n'allez pas comprendre vous-même comment est-ce que vos sociétés fonctionnent, quels sont les goulots d'étranglement, quelles sont les solutions qu'il faut apporter à tel ou tel aspect donc, du domaine donc, prioritaire donc, de développement. Et je crois que ça, c'est des exemples assez simple pour montrer un peu le fait que la colonisation est quelque chose de dangereux. Je ne dis pas qu'actuellement il faut tout mettre sous le compte de la colonisation parce que ça va être trop facile aussi parce que les gens ils ne font pratiquement plus rien que de se morfondre sur cette accusation qui va devenir une sorte de litanie puérile. Mais il faut reconnaître qu'on a procédé à une sorte donc de lavage de cerveau et qui a entraîné une sorte de complexe donc, de l'individu qui pense que le développement ne peut venir qu'avec les moyens qui sont issus donc, de cet autre monde-là. Et c'est ce que le professeur Kizerbo a essayé de dénoncer en parlant de développement clé en tête, plutôt que clé en main. Il dit on se développe, mais en développant, on se développe plutôt. Et donc c'est là le développement clé en tête plutôt que le développement clé en main. Et donc il faut sortir absolument en comptant d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources, en utilisant le génie créateur de nos masses laborieuses. Au Burkina en tout cas, la proclamation de l'indépendance a eu lieu le 7 août 1960. Spécifiquement, comment se porte... Le 5 août, le 5 août 1960, spécifiquement donc comment se porte la Haute-Volta devenue Burkina depuis le 4 août 1984. Oui, le Burkina est un peu dans la même vague où évidemment on ne prend pas le temps d'interroger. Et moi j'aime bien des notions simples pour faire le lien avec l'anthropologie. Le philosophe dit que le développement de l'esprit vient de la prise de conscience. C'est-à-dire il faut savoir qu'on n'est pas ce qu'on doit être. Et à partir de ce moment, on s'engage pour devenir celui qu'on doit être. Évidemment, lorsque vous regardez, on se rend bien compte. Il suffit de sortir un peu dehors, regarder au marché. Sur 100 produits, il y a 99 qui viennent d'ailleurs. Et on retrouve le pire, c'est que sur les cheveux de nos femmes et de nos filles, ce n'est plus naturel. C'est des cheveux importés. Portés par des têtes, voilà, des mèches brésiliennes sur des têtes africaines. Et ça va penser quoi? Si on suppose que c'est la femme qui porte l'enfant qui lui donne une éducation. Donc, il faut qu'on accepte de regarder tous ces éléments-là de façon vraiment courageuse pour dire, OK, on va commencer à couper les liens. Parce que si vous n'avez pas d'économie, l'économie est produite par quoi? L'économie est produite par le marché. Même quand on encourage le paysan à produire, s'il produit des choses que personne n'en achète, évidemment, il va finir par faire de l'agriculture de subsistance. Et de temps en temps, quand il aura de l'argent, il aura boire de l'alcool floraté. C'est tout. Donc, je pense que la question est très simple, mais nous sommes trop éloignés de la simplicité de la question du développement. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. La preuve, c'est que chacun de nous accumule des biens, mais des biens qui viennent d'ailleurs. Et comment on veut alors faire une économie nationale? Comment veut-on faire une économie nationale avec ça, docteur Kibora? Ça, c'est une très bonne question parce que là, on se retrouve dans une situation où on est face à plusieurs priorités.
Et là, je crois que pour arriver à trouver la solution, il y a une rupture nécessaire. Mais la rupture, comment est-ce qu'on va la mener? Et c'est là que le bas blesse, parce qu'on a eu des situations, vous avez évoqué 84, où on a imposé un certain mode de vie. Alors, il y a eu des grincements dedans, et je lisais une ancienne déclaration de Sankara qui disait « Je sais que les fonctionnaires ne sont pas contents parce qu'on leur a retiré des avantages, mais ces avantages, c'est pour distribuer au plus grand nombre. Alors, quand ils vont comprendre que ça peut servir, mais chacun est basé sur, va se recroqueviller sur son ego. De telles pratiques vont être difficiles à mettre en œuvre tant qu'on ne réinvente pas la citoyenneté. Parce que la citoyenneté, c'est quoi? C'est je suis, vous êtes moi, et puis nous sommes tous le pays dans lequel nous sommes. Et je crois que cette représentation qu'il faut arriver à bâtir. Et tant qu'on n'arrive pas à bâtir cela et que les gens sont convaincus que ceux qui nous gouvernent le font pour leurs propres intérêts, personne ne pense être en mesure donc de construire la nation. Et je crois que ce sont ces éléments d'abord qu'il faut arriver à recadrer pour pouvoir aller de l'avant. Et j'ai pris l'exemple, on a parlé donc il parlait des mèches, etc. Je crois que le Rwanda a interdit récemment l'entrée de la friperie. Moi, j'étais à Madagascar où la directrice de la culture me disait « Alors, si tu interdis la friperie à Tananarive, les Malgaches vont se balader nus. » Alors, je crois que ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer, qui s'est développé un peu partout en Afrique. Mais comment est-ce qu'on peut le faire à partir du moment où on a cédé, on n'est plus dans la colonisation, mais on est dans des grands ensembles, où on a signé des accords, où on se retrouve être plus faible que les autres, on se laisse envahir, on devient donc la poubelle du monde, et de ce point de vue, on consomme des éléments au détriment de ce que l'on peut soi-même produire, et du coup, en termes de rapport qualité-prix, les gens ils pensent plutôt à leur porte-monnaie et à leur capacité donc de s'en sortir. Et là, pour reconstruire cet univers, tout en conservant les idéaux donc de liberté individuelle, ça va être assez compliqué. Ça va être compliqué. En tout cas, qui dit indépendance dit festivité. Au Burkina, les festivités de cette indépendance auront lieu le 11 décembre, date de la proclamation en 1958 de la République, à Manga, chef-lieu de la province du Zundu-Ogo et de la région du centre-sud. Cette manifestation sonnera donc également en écho au 60e anniversaire de la République. À l'image des autres pays, le Burkina a connu un parcours plutôt escarpé avec des hauts et des bas. Alors, comment est-ce qu'on peut dessiner la perspective maintenant que l'on sait qu'il faut endogénéiser notre développement, qu'il faut retravailler notre démocratie et qu'il faut s'appuyer sur l'agriculture pour aller de l'avant? Félix Kofi Ametepe. Oui, ça commence d'abord, je pense, par la reconnaissance un peu de toute cette fermentation. Et je pense que pour un amateur de bon vin comme moi, la fermentation ne fait jamais du mal. Et les pays qui s'en sont sortis, c'est ceux qui ont effectivement lu leur histoire à travers donc, toutes les difficultés qu'ils ont connues. Je pense que le Burkina est sur la bonne voie. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est un peu comme la lumière pour certains, en se disant, voilà, vous voyez un peu, je crois qu'on y reviendra, sur le Congo. Le Congo s'inspire un peu du Burkina pour dire, bon, on ne va pas aller vers le chaos, mais on ouvre la porte. On parlera du Congo. Voilà, sur la question économique aussi, je pense qu'on commence quelque chose d'intéressant. Le plan national de développement économique et social, je pense que désormais, il faut intégrer la question politique, c'est-à-dire la construction d'une communauté. Parce que moi, je trouve que c'est toujours trop facile de demander aux hommes politiques de présenter un projet de société. La société existe déjà. Ce qu'il leur faut, c'est un projet de communauté. Qu'est-ce qu'on veut faire de la nation? Il a le détail des mots, ce monsieur Félix Kofi Ametepe. Pas de projet de société, mais un projet de communauté. Ben, on retourne dans la communauté de 1960. Oui, évidemment, s'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de nation. Parce que la nation est une communauté qui intègre ceux qui sont passés, ceux qui sont là maintenant et ceux qui viendront. C'est ça la communauté. Très rapidement, docteur Kibora, comment voyez-vous la perspective? Sur quoi il faut mettre l'accent pour changer le paradigme? Je crois que la construction de la nation est quelque chose de fondamental. Donc il faut mettre l'accent sur le sens de la citoyenneté, et essayer donc de renforcer les conditions de vivre ensemble.
lutter contre toute forme de déviation, de spoliation et rendre beaucoup plus inclusives les politiques publiques. Je crois que ça, c'est très important. On peut emprunter, hein, il n'est pas exclu que l'on puisse emprunter la façon de faire à quelqu'un d'autre, mais il faut la réadapter, faire en sorte que ces politiques-là soient beaucoup plus inclusives, prennent en compte les plus déshérités par la nature ou même par l'économie. Et ce sont ces éléments-là qui peuvent réconcilier les individus entre eux et puis entre eux et les individus et la nation, et faire en sorte qu'on puisse constituer une vraie, véritable nation, parce que comme il a parlé de communauté qui est la base donc de la nation, je crois qu'on est en voie, mais ce n'est pas encore parfait. On est dans une république, on est dans des micro-constitutions d'État, si on parle un peu des royaumes, mais il est heureux de voir qu'on parle assez souvent de l'existence d'une soixantaine de groupes socioculturels, mais que les gens ont tendance de plus en plus à penser, à voir des choses, à valoriser, pas forcément ce qui est de leur groupe socioculturel, mais ce qui peut représenter le Burkina. Et je crois que ce sont ces éléments sur lesquels il faut essayer donc de tabler pour essayer de créer les conditions d'un mieux vivre ensemble. Et lorsqu'on développe la citoyenneté, on fait en sorte que la nation se construit de façon aisée. Alors très rapidement, avant qu'on aborde le dossier congolais qui tient à cœur à Kofi Ametepe, un mot rapide sur l'évolution socio-politique de quelques pays qui célèbrent le 58e anniversaire de leur indépendance, donc en ce mois estival, après le Bénin le 1er août, le Niger le 3 août, le Burkina le 5, la Côte d'Ivoire le 7 août, ce sera au tour du Tchad le 11 août, de la République centrafricaine le 13 août, du Congo-Brazzaville le 15 et enfin du Gabon le 17 août. On attendra le 22 septembre pour célébrer l'indépendance, l'anniversaire de l'indépendance du Mali, qui est actuellement donc en plein processus électoral. Alors très rapidement, un mot sur ce chapelet de manifestations. Qu'est-ce qu'on peut dire, 2-3 mots, de l'évolution de ces pays-là 58 ans après leur indépendance? Bon, pour moi, il faut faire le bilan de ces indépendances et il ne faut pas oublier la question de l'unité africaine. Parce que ces micro-États ne peuvent pas construire des nations. Parce que l'État n'est pas une fin en soi. L'État est un moyen pour construire la nation. L'État doit... Or, on voit aujourd'hui des chefs d'État qui s'arc-boutent, qui ne veulent pas lâcher. Or, l'État doit devenir ce moyen-là qui nous permette justement de rêver d'une communauté de vie. Et c'est la communauté qui fait alors qu'on est prêt à faire des sacrifices, comme on fait des sacrifices pour sa famille. Voilà, parce qu'au commencement est la famille, ensuite l'État, et l'État, après l'État, c'est la nation. Alors parmi ces pays, il y a la Côte d'Ivoire qui a donc célébré le 58e anniversaire de son indépendance le 7 août. En Côte d'Ivoire, il y a eu de grandes annonces tendant à sceller la réconciliation et pourtant, Henri Konan Bédié, on l'a appris, a plutôt claqué la porte de la plateforme RHDP. On voyait venir, mais on espérait que cette déclaration, cette sortie du président Alassane Ouattara le ramènerait un peu dans la basse-cour, dans la cour, mais non, il a décidé de faire cavalier seul. Je crois que ce qui est un peu dangereux dans la démocratie que nous avons adoptée dans tous nos pays, dans tous nos États, c'est l'aspect purement électoraliste. Et ça fait qu'on pense que l'expression de la démocratie, c'est le suffrage universel. Et de ce point de vue, tout le monde s'arc-boute sur ces objectifs d'élection, de changement par des élections, sans mettre en place des politiques véritables de changement social, des changements sociaux, politiques par le fond. Et je crois que ça a touché pratiquement tous les pays. Lorsqu'on fait des classements, on dit le Sénégal, c'est un pays démocratique parce qu'ils arrivent à faire des élections sans heurts. Il y a de l'alternance. Le Bénin a été en avance aussi après l'ère Kérékou. Alors, donc, je crois qu'en jugeant sur ces aspects-là, on perd de vue beaucoup d'autres choses. Et la situation de la Côte d'Ivoire est là pour nous le rappeler. Bon, après la gestion d'Alassane, il y a des alliances qui se nouent. Et puis voilà, on s'approche des élections. On assiste à une sorte de déconfiture de ces liens parce que chacun fait des calculs en fonction de la date qui arrive pour voir comment est-ce qu'on va positionner un candidat qui va occuper le strapontin national. Et je crois que c'est ça qui crée, il n'y a pas comme une sorte de rédemption, de réflexion qui disent, bon,
on sait qu'on est venu de loin, comment est-ce qu'on peut se remettre avec ceux qui étaient hier vus comme des ennemis pour qu'on soit de simples adversaires, on puisse travailler à la cohésion sociale, à construire une véritable citoyenneté. Et moi, j'ai trouvé que la situation de la Côte d'Ivoire, avant que l'autre ne jette l'éponge, aujourd'hui même, je crois, voilà, parce que je suis déjà allé à Abidjan quelques fois pour participer à des soutenances de thèse, etc. Et j'ai senti la situation un peu fragile. Parce que lorsque je discute avec des intellectuels qui sortent souvent des propos par rapport à cette situation donc, de division politique qui est transportée sur d'autres terrains, je trouve que ça ne grandit pas vraiment les pays africains. Ça ne grandit pas. De toute façon, on verra comment cette affaire va évoluer. Si en Afrique de l'Ouest, la situation socio-politique, disons, ce que vous avez exprimé tout à l'heure, d'élection, alternance, est quelque peu maîtrisée en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, par contre, la situation socio-politique est marquée par la révision en cascade des lois fondamentales et le maintien des tenants du pouvoir dans leur fauteuil. C'est le cas au Tchad et au Congo, mais aussi au Rwanda et au Burundi, où les constitutions ont véritablement mal à la limitation des mandats présidentiels. On peut donc saluer, toute proportion gardée, le renoncement de Joseph Kabila, qui ne briguera pas un nouveau mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Lors de la clôture ce 8 août des candidatures à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain, le choix du camp présidentiel s'est porté sur Emmanuel Ramazani Shadari, la preuve en images et en son dans ce reportage qui porte la voix d'Aïcha Zango de la rédaction de Burkina Info. Ce n'est pas Joseph Kabila qui portera la voix du Front commun pour le Congo FCC à la présidentielle du 23 décembre prochain. Réunis en conclave à la ferme présidentielle de Kingagati mardi, où ils avaient été convoqués à la veille de la fin du délai de dépôt des candidatures, les cadres de la plateforme ont désigné l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari. Ramazani Shadari pourrait affronter une dizaine de candidats, dont l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi ou encore Vital Kamerhe. L'autre cadre de l'opposition, Moïse Katumbi, n'a quant à lui pas réussi à déposer sa candidature avant la date butoir. La République démocratique du Congo était sous tension depuis plusieurs semaines dans l'attente de la candidature ou non de Joseph Kabila à la présidentielle. Ses opposants l'accusaient de vouloir outrepasser la Constitution afin de se maintenir au pouvoir, tandis que la communauté internationale, de même que ses voisins de la sous-région, s'alarmait sur les risques d'un tel choix. Avec ce choix, Joseph Kabila respecte la Constitution qui lui interdisait un troisième mandat. Emmanuel Ramazani Shadari est ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire permanent du PPRD, originaire de la province du Maniema. Le compte à rebours est donc plus que jamais lancé pour la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo. On craignait que Joseph Kabila rempile, mais finalement, il a fait le juste choix d'un autre homme. On peut dire que c'est l'une des plus fortes sensations politiques de cette semaine sur le continent, après la spectaculaire annonce de l'amnistie décrétée en Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara, dont bénéficient 800 personnes, y compris Simone et Yvette Gbagbo. Cela rassure-t-il cette décision de Joseph Kabila, qui était normale, du reste, rassure-t-il, selon vous, Félix Kofi Ametepe, sur ses réelles intentions? Non, pas du tout. Je pense que moi, je suis toujours un peu surpris de voir comment l'imagination des politiciens africains est très fertile lorsqu'il s'agit de faire des calculs plutôt que de faire des projets de communauté pour le pays. Il a réussi donc à échapper donc à la communauté internationale et au peuple congolais qui l'attendait au carrefour pour lui infliger la leçon qui a été celle qu'on a infligée à Blaise Compaoré en 2014. Les gens l'attendaient au carrefour. Et donc, il a réussi. Bon, est-ce qu'il va emprunter la voie de Poutine, Medvedev, pour dire, bon, après, il va se faire nommer Premier ministre? On attend de voir. Mais pour le moment, il a évité justement le bain de sang, mais ce n'est pas terminé. Parce que, à l'instar du Burkina, le Congo aurait pu prendre le temps de s'arrêter pour revoir ses lois. Parce que la question n'est pas justement d'aller vers des élections pour des élections. Parce que les élections qui s'en viennent ne vont pas résoudre le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est un problème justement de projet de construction d'une nation où tout le monde se retrouve. Et non pas un État pris en otage par un groupe de personnes qui ne veulent pas lâcher et qui sont prêts aujourd'hui à se faire la passe simplement.
Est-ce que vous êtes rassuré, Ludovic Kibora, par ce scénario à la tête pour la prochaine élection présidentielle? Je pense, comme il vient de le dire, je crois que c'est une passe à deux. Lorsqu'on regarde celui qui le remplace, c'est son ancien ministre de l'Intérieur, qui trimballe aussi des casseroles. Et donc, il a intérêt à ce que, reste ensemble. Voilà. Donc, si c'était quelqu'un de neutre qui venait d'ailleurs, on aurait pu entrevoir le changement parce qu'il aurait pu se rendre beaucoup plus dépendant et puis prendre des mesures fortes. On sent aussi que ce qui l'a amené à prendre ces mesures-là, il y avait la pression de la communauté internationale et ça ne date pas de maintenant. Il y avait la pression intérieure, la pression régionale et la pression internationale, là, comme un alignement des planètes ensemble. Et donc, il fallait sortir le grand jeu. Et puis, voilà, comme chez Mugabe, on trouve quelqu'un qui est du système, mais qui traîne aussi les casseroles, aussi qui n'est pas aussi blanc comme neige, et qui prend les rênes du pouvoir. Donc, il a intérêt à ce que le pouvoir reste toujours dans le même couloir, pour que on ne puisse pas les envoyer tous devant les tribunaux de l'histoire. Et je crois que c'est le jeu auquel il a joué. Et moi, je ne suis pas du tout rassuré parce que le Zaïre, c'est un grand pays. J'ai dit le Zaïre, c'est un lapsus, mais ça rappelle un peu ce qui s'est passé. Exactement. Alors donc, avec tout ce qui s'est passé depuis Mobutu, toutes ces richesses, etc., ils ont passé le temps à collaborer dans le jeu OSS. Et puis finalement, ça ne nous a rien apporté. Et alors que je crois que c'est tout cela qui fait que l'Afrique est en retard. Ce n'est pas... c'est le fait d'en avoir pas eu des grands choix, des hommes politiques qui ont une vision. On a eu à dire à un moment que la Guinée pouvait être le grenier de l'Afrique de l'Ouest, ça pouvait être le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, même en Guinée, il y a des coupures d'eau, il y a des pénuries d'eau, parce qu'on n'a pas pu le faire. Là-bas, le Zaïre, comme on le disait avant, était une sorte de catastrophe géologique en termes donc de richesse du sous-sol. Ça n'a pas été exploité à bon escient. Et puis voilà, actuellement, on continue dans des jeux de ping-pong. Et Kabila, moi, je considère qu'il reste toujours au pouvoir. Et il va continuer à tirer les ficelles avec son dauphin qu'il a pu placer. Et je crois que c'est un peu dommage pour la démocratie. Et je crois que c'est cette façon de ruser avec la démocratie électoraliste qui anime beaucoup de dirigeants africains, et c'est dommage. Félix Ametepe, vous semblez croire que là, on est en train de mettre en place un scénario à la russe, Poutine-Medvedev. Oui, absolument, parce que Kabila ne va pas lâcher prise. Hein. Il a réussi donc par ce tour de passe-passe juridique, mais il a créé une plateforme politique et électorale, le Front commun pour le Congo. Et il sera prêt à tout, parce qu'il ne faut pas aussi dénier au peuple congolais la volonté du changement. Ce peuple s'est battu et a donné beaucoup de son sang pour le changement. Mais il faut ces élections. Kabila ne va pas permettre à ce qu'il y ait des observateurs crédibles. Et donc, il fait ces élections pour les gagner. Voilà. Et alors, quelle posture devrait être celle de l'opposition dans ce jeu politique et électoral? Qu'est-ce qu'on appelle opposition dans ces conditions-là? Si les opposants ne peuvent même pas entrer dans leur propre pays, si les défenseurs des droits humains ne peuvent pas être sûrs de se réveiller le lendemain, parce qu'on va même jusqu'à aller les asphyxier dans leur chambre. Donc le Congo, c'est un scandale. C'est un scandale. Et je pense on essaie d'éviter le pire, mais c'est aussi la responsabilité de toute cette communauté internationale qui de jour parle de droits humains et la nuit s'en va traiter avec les vendeurs de richesses minières. Voilà. En tout cas, ils ont tous déposé leur dossier de candidature, sauf Moïse Katumbi, bloqué à la frontière. Jean-Pierre Bemba semble ratisser plutôt large. Mais le vrai problème aujourd'hui, au-delà de toutes ces considérations, c'est sans doute la bonne conduite du processus électoral. On nous parle de machines à voter, de fichiers électoraux défectueux. Alors, comment est-ce qu'on en sort par le haut? Est-ce que même on a l'assurance que ce scrutin va se tenir le 23 décembre? Oui, je crois que le scrutin peut se tenir, parce que comme il a dit tantôt, il y a une sorte de déni d'éthique dans la politique internationale. C'est-à-dire que ceux qui ont intérêt à ce que le simple fait de tenir le vote puisse constituer donc une sorte de sauf-conduit pour un nouveau pouvoir, vont faire en sorte que ça puisse aller plutôt que de créer le chaos. Alors que dans la réalité, il y a eu les populations qui se sont révoltées et c'est assez révoltant de voir des situations comme ça. Et puis lorsqu'on regarde même non loin du Congo, le cas du Burundi, où
le président aussi a annoncé de ne pas se présenter, on attend de voir, après tout ce qui a pu se passer. Donc il a donc révisé la Constitution pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre, voilà. Donc ça veut dire que chacun essaie de prendre ses précautions. C'est formidable ça. C'est quand même fort de café, comme on dit. Mais je crois que c'est la situation, et c'est la situation internationale aussi qu'il prévaut, et puis bon, souvent on ferme les yeux là-dessus. Et nous avons dit dans notre ouvrage, lorsqu'on a parlé des transformations sociopolitiques, pendant la transition, la communauté internationale, on a un chapitre qu'on a intitulé « Tout pour les élections ». C'est-à-dire qu'à un moment, ils n'écoutaient même plus, il fallait qu'on tienne coûte que coûte les élections, en sachant très bien que les bases n'avaient pas été bien construites, et la transition était là pour quelque temps seulement, on n'a pas pu mettre en place certains mécanismes, mais on s'en fout, il faut qu'il y ait les élections, on a les résultats, et on ne peut traiter qu'avec le nouveau président démocratiquement élu, alors qu'il est élu par un suffrage. Alors on parle de voir l'ingéniosité même qu'on a eu à fabriquer une machine à voter. Et au Congo, on l'appelle plutôt la machine à voler. Plutôt que la machine à voter. Démocratiquement élu, élection présidentielle attendue donc en République démocratique du Congo, ça sera en décembre, mais élection présidentielle déjà en cours au Mali, où le second tour opposera, comme en 2013, le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, au chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Un scrutin prévu pour ce 12 août et dont l'entre-deux tours est émaillé quand même de contestations tous azimuts. La Cour constitutionnelle, elle a invalidé les recours. Les résultats définitifs donnent 41,70% des suffrages exprimés à Ibrahim Boubacar Keïta contre 17,78% à son challenger. Le taux de participation s'établit quant à lui à 42,70%. Alors, ce deuxième tour, est-ce qu'il reste ouvert malgré tout ou alors les jeux sont faits? Félix Kofi Ahmed-Tepe. C'est l'avenir du Mali qui est ouvert et qui ne devrait pas se réduire à des élections. C'est quand même scandaleux de voir qu'un pays a des problèmes, mais on trouve moyen de faire des élections. On fabrique même des chiffres. 42% de qui au Mali? 42% de ceux qui ont pu aller faire voilà, justement, c'est ça, cette arnaque intellectuelle de la démocratie, telle qu'on on se complaît de la faire vivre aux Africains. Et justement, tant qu'on ne sortira pas de là, parce que ce n'est pas les élections qui vont réunifier le Mali, ce n'est pas des élections qui vont pacifier le Mali, ce n'est pas les élections qui vont développer le Mali. Mais bon, qu'à cela le tienne, allons seulement, comme on le dit ici. Allons seulement, le Mali se trouve du reste dans une situation plutôt difficile. La conjoncture sécuritaire est très très critique. Oui, je crois que la crise elle a évolué. Du nord, on est actuellement dans le centre du pays. Rien que ce matin, on apprenait qu'il y a des populations peules qui avaient été enlevées, des personnes qui ont été exécutées par des milices. Et je crois que ça, c'est terrible. Il faut que tout le monde fasse une unité nationale vraie pour essayer donc de lutter contre ces phénomènes-là plutôt que de tabler sur des questions électoralistes qui risquent donc de creuser davantage la division entre les fils du pays. Et bon, pour ce qui est des résultats des élections, je crois qu'il a dit tout à fait exactement. On a voté à partir de combien de personnes? Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois le président Comporé avait été élu avec 25% des électeurs. Le taux d'abstention était tel que si on devrait être réaliste, bon, on devait reprendre les élections ou bien ne même pas valider la candidature. Mais l'expression du scrutin, donc du suffrage universel, est telle que bon, on va se contenter d'un vainqueur. Et je crois que Ibrahim Boubacar Keïta est parti pour bien gagner. C'est dommage que l'autre, après 3 tentatives, va toujours se retrouver. En tout cas, le troisième homme de cette élection, c'est l'homme d'affaires Aliou Badra Diallo, et c'est une belle performance pour une première participation. Il cristallise 8% des voix et ne donne aucune consigne de vote pour le second tour, parce que pour lui, je le cite, le scrutin du 29 juillet constitue la pire atteinte à la démocratie que nous avons connue. La démocratie malienne a pris un grand coup. Fin de citation. Êtes-vous d'accord avec lui, Félix? Absolument. Absolument. La plus grande préoccupation du Mali, ce n'était pas ce qu'on a vu là. Ce n'était pas... Certes, il faut des élections, mais ce n'est pas dans les conditions qu'on a vues. Pas dans les conditions. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais quand même, autre pays, autre élection présidentielle et autre réalité au Zimbabwe. Le scrutin du 30 juillet dernier s'est terminé dans la violence. L'espoir d'un renouveau démocratique à l'issue de cette première consultation électorale sans Robert Mugabe et Morgan Tsvangirai s'est envolé.
Justement, c'est ce qu'on disait, hein, c'est ce qu'on est en train de ressasser depuis un certain temps. C'est la même situation. Voilà un des anciens compagnons de lutte de Mugabe, un de ses lieutenants, quelqu'un qui a été dur avec des manifestants par le passé, bon, qui trouve le moyen de venir au pouvoir parce que l'autre est atteint par une sénilité qu'il ne maîtrise pas tellement. Et je crois que parce qu'il a voulu l'opposer à son épouse, les choses étaient déjà foutues depuis ce temps. Mais lorsqu'il vient, il ne va pas faire mieux. Et la répression qui a eu lieu à la suite des élections n'est que l'expression de ce qu'a été l'homme, même pendant le temps où il était à l'ombre donc de Mugabe. Je crois que la ZANU-PF avec Robert Mugabe, ils ont eu un crédit, le crédit d'avoir lutté contre l'occupant occidental, le crédit d'avoir accueilli les combattants sud-africains, etc. Et je crois que tout cela fait qu'on avait une certaine considération pour Mugabe et sa suite, mais il y a des moments où, comme l'a dit tout à l'heure, il faut savoir partir. Il faut savoir partir et je crois que c'est ce calcul-là qui n'a pas su bien adopter. Et là, il met en place un lieutenant qui se dit, avec les élections, on peut arriver à se blanchir. Et ce sont ces élections qu'il a résolues. Il s'est tellement blanchi qu'il est déjà déclaré vainqueur du scrutin dès le premier tour avec un peu plus de 50% des voix, tandis que les militants de l'opposition subissent les foudres du régime. C'est le temps des punitions, s'exclame-t-on au Zimbabwe, à Harare, Félix Kofi Ametepe. Ah oui, on voit bien que l'opposant lui tient bien la dragée. Et c'est la preuve que les Zimbabwéens veulent le changement. Ils l'ont exprimé au cours de ces élections. Et malheureusement, je pense que le nouveau président n'a pas les oreilles pour écouter, encore moins pour comprendre aujourd'hui ce que veulent les Zimbabwéens. En tout cas, c'est déjà une victoire qu'il n'ait pas remporté ce scrutin à 98%. Comme le faisait Mugabe. Comme on en était accoutumé. En tout cas, c'est bien dommage que cela se termine ainsi. On avait l'espoir d'un changement, d'un frémissement, de quelque chose de paisible, de quelque chose de différent, de quelque chose de nouveau. C'est bien dommage car les peuples aspirent partout sur le continent à la sérénité, à la liberté, à la démocratie, à la paix. La paix, avait justement dit Félix Houphouët-Boigny, père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Mais bien plus, Houphouët-Boigny avait assuré que, je cite, « Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Notre liberté sera illusoire aussi longtemps que nous n'aurons pas su exploiter nous-mêmes, organiser, harmoniser les ressources de nos différents pays pour nous passer progressivement de l'intervention de l'étranger dans notre économie ». Fin de citation. N'est-ce pas bien cela le sens de nos indépendances que nous devons toujours travailler à transformer par une réelle émancipation de nos mentalités tout en musclant nos processus démocratiques afin qu'ils nous grandissent et non pas le contraire? C'est bien cela, c'est de tout cela dont on a parlé au cours de cette émission. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission Périscope numéro 41 qui a bénéficié des éclairages de Ludovic Kibora. Il est maître de recherche en anthropologie et directeur de l'Institut national des sciences des sociétés. Merci, Monsieur Kibora, d'être passé nous voir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Également sur ce plateau aujourd'hui, Félix Kofi Ametepe, journaliste, docteur en philosophie morale et politique. Il est aussi conseiller du haut représentant du président du Faso. Merci, Monsieur Ametepe. Merci de répondre chaque fois que nous avons besoin de vos éclairages. Merci à Philippe Barrault qui a piloté de main de maître la réalisation de ce numéro avec tous les membres de l'équipage du vol Périscope 41 aux couleurs de Burkina Info. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre constante fidélité et surtout, n'oubliez pas, prenons soin les uns des autres et prenons date pour le prochain vol. Même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.